Bonsoir tout le monde. Alors du coup, moi c'est Céline Taveriti. Je suis accompagnatrice parentale essentiellement en ligne. Donc j'accompagne du coup les parents dans l'épanouissement de leurs enfants, leur propre épanouissement, l'épanouissement de toute la famille et dans des relations respectueuses pour chacun des membres de la famille. Et à côté de ça, je suis formatrice pour les professionnels de l'enfance dans tout ce qui est compétences psychosociales. Donc, c'est des compétences de vie, c'est apprendre à responsabiliser l'enfant, à développer son autonomie, à être dans le respect de chacun, voilà, à faire en sorte qu'il évolue bien dans la société, qu'il se sente à l'aise et épanoui et qu'il puisse vraiment aller décrocher ses rêves. Donc, voilà pour ma petite présentation à moi. Du coup, je vais entamer directement, si c'est OK pour toi, Guillaume. Je vais vous demander si vous voulez bien dans le chat. Je préviens juste que la visioconférence est enregistrée, comme ça tout le monde le sait aussi. C'est plus sûr. Voilà, Vous êtes elle est prévenu quand je vous enregistrée. entrez dans la salle. Voilà, et du coup, elle sera accessible en replay. Et voilà, sachez-le. OK, donc je vous demande, si vous voulez bien, de mettre dans le chat votre humeur du jour, votre humeur du moment. Voilà, en 2 petites minutes, je vais commencer quand même à parler de ça, enfin de la relation. Du coup, moi, ce soir, comme vous l'a dit Guillaume tout à l'heure, je vais vous parler essentiellement de la relation pour ces fameux devoirs à la maison. Comment faire en sorte de rentrer dans une relation qui va être facilitante et pas de rentrer dans une opposition ou dans un moment où ça va être un moment qu'on redoute plus que tout et qui va au contraire pas du tout faciliter ses devoirs. Donc, la première des choses que je vous propose, c'est dans un autre moment que celui où on commence à faire les devoirs, mais ça va être de co-construire ce qu'on appelle des lignes de conduite. Alors après, chacun l'appelle comme il veut, mais c'est dans la société, dans les familles, il y a des règles qui sont souvent plutôt implicites. Alors dans la société, elles sont quand même plutôt explicites normalement, mais dans la famille, ces règles sont souvent implicites. Et moi, je vais vous proposer de le mettre vraiment en lumière et notamment pour les devoirs, se mettre autour d'une table et co-construire ensemble quelles vont être ces règles-là pour faire ses devoirs. Et dans la co-construction avec l'enfant, ça va être de dire, ben voilà, ce qui est important pour moi pour que cela se passe bien, c'est d'être ponctuel. Et chacun va participer et donner son besoin, son opinion, son envie. Ça permet à l'enfant de pouvoir s'exprimer, de pouvoir être force de proposition, parce que dans ma conception des choses, nous élevons des enfants pour qu'ils soient autonomes, responsables, qui sachent faire la différence entre le bien et le mal, qui sachent face à d'autres petits copains pouvoir dire ok, ça je te suis ou ça je te suis pas, avoir sa propre liberté de penser. Et tout ça, ça se construit, ça s'apprend et ça va s'apprendre par des petites techniques comme ça à la maison, par des petites habitudes. Et donc, de co-construire avec lui, ça va commencer à lui faire s'interroger sur qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui est important pour moi. Et ça va le faire s'interroger sur, OK, la personne qui est en face de moi, elle aussi, elle a des besoins. Elle aussi, il y a des choses qui sont importantes pour elle. Et mon devoir est aussi de respecter les besoins de la personne qui est en face. Donc, voilà pour tout ce qui est poser le cadre, parce que je vais en parler tout à l'heure de la bienveillance, mais le cadre est très important aussi pour l'équilibre émotionnel de l'enfant et pour le respect dans des conditions qui soient acceptables pour tout le monde. Ce cadre-là, on va pouvoir le faire évoluer, c'est-à-dire qu'il n'est pas figé. Si aujourd'hui, on met en place quelque chose où on dit qu'on commence les devoirs à 17h30, c'est vraiment des exemples. Et qu'on voit que ça ne fonctionne pas, ce n'est pas le bon moment pour lui, on va voir plusieurs choses après derrière. Ça peut évoluer, rien n'est figé. C'est comme dans la vie, hein. Aujourd'hui, on passe quelque chose, dans 10 ans, on pensera peut-être quelque chose d'autre. Et on va se laisser le droit et on va l'exprimer, on va lui exprimer le fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, on met ça en place, mais que ça peut évoluer et qu'il peut être force de proposition ou de réajustement par la suite.
Et on va pouvoir rappeler régulièrement ce cadre, surtout au début, le temps que ce soit devenu comme une routine. On va pouvoir régulièrement lui redire, écoute, si on relisait nos lignes de conduite, donc on peut les mettre vraiment par écrit, les afficher quelque part ou dans sa chambre ou sur son bureau ou dans un tiroir, mais qu'on puisse ressortir facilement. Et de dire, bon, on va refaire le point, est-ce qu'on est OK sur tout ça? Est-ce que tout est OK encore pour ce soir? On reste comme ça? Voilà. Régulièrement, on fera un rappel au début de est-ce que ça fonctionne? Est-ce que tu es toujours OK pour ça? Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou à enlever? Et solliciter vraiment son opinion, sa force de, sa force de critique et sa liberté de penser. Dans un deuxième temps, il y a Jen Nelson qui nous dit, qui est la fondatrice de la discipline positive, qui nous dit qu'un enfant fait mieux quand il se sent mieux. Donc, on va aller vraiment voir comment un enfant peut se sentir mieux, notamment dans les devoirs, mais on va voir que certaines choses sont valables dans la vie de tous les jours aussi. Mais voilà, comment faire en sorte que l'enfant se sente mieux pour que ce moment soit vraiment facilité. Donc déjà, il y a des besoins physiologiques fondamentaux qui doivent être respectés pour que l'enfant se sente bien. Donc je fais une petite parenthèse, le cerveau de l'enfant est immature, il est en construction et il sera mature environ vers 25 ans. Alors maintenant, il y a un débat jusqu'à 30 ans, peu importe. Il y a une large palette pour dire que c'est entre 20 et 30 ans. Mais en tout cas, en dessous de 20 ans, c'est sûr, il n'est pas mature. Donc, on a vraiment une large période où le cerveau est immature. Et il faut garder à l'esprit que c'est en construction. Et même à l'adolescence, où on pense se dire, bon, ben, c'est bon, il est ado, il est capable d'avoir compris ça. Bon, même à l'adolescence, on va le voir après au niveau quand on va parler du stress, mais même à l'adolescence, ce qu'on appelle le cortex préfrontal, qui est en contact avec l'amygdale, qui est responsable où là se logent toutes les émotions. Donc, le cortex préfrontal sert à réguler les émotions, à prendre du recul, à avoir une capacité de décision, etc. Il n'est pas mature à l'adolescence et même dans une période où il revient presque comme quand il avait 4-5 ans. Donc, c'est une période très fragile, entre guillemets, où un rien peut déclencher des tempêtes émotionnelles. Donc, vraiment, voilà. À l'adolescence, ce n'est pas forcément pour ça qu'on a vraiment acquis toute cette capacité de prise de recul, etc. Et je pense que vous avez dû forcément. Donc, il y a des besoins physiologiques à respecter et ça va être des besoins de bouger, d'avoir mangé, parce que quand on a faim, on n'est pas apte à se concentrer, on n'est pas apte à être dans de bonnes conditions pour faire ses devoirs. C'est un besoin qui est important d'avoir assouvi. Et puis, il va y avoir aussi les besoins d'autonomie. Je vais y passer rapidement parce que ce n'est pas vraiment l'objectif, mais je vous les énonce quand même. Les besoins de compétence, de se sentir compétent dans une tâche, et le besoin d'appartenance sociale, d'appartenir à un groupe, d'appartenir à sa famille, pour pouvoir que tout cela facilite le fait qu'il se sente bien. Un deuxième point très important, je vous en ai un tout petit peu parlé, du coup, c'est le stress. Le stress, c'est à l'origine une réaction qui est saine, qui nous donne une information sur une situation qui ne nous convient pas ou peut-être qu'il y a un danger. Donc, à la base, c'est vraiment quelque chose de physiologique. Et ça déclenche chez nous 3 réactions, la fuite, l'attaque ou le fait de rester figé. C'est ce cortex préfrontal, en fait, qui va pouvoir faire office de régulation et qui va pouvoir dire, OK, finalement, il n'y a pas de danger ou il y a un danger. Sauf que ce cortex préfrontal, on a vu, il est immature quand on est jeune. Donc, parfois, les enfants vont être dans des situations où le camarade lui a pris un objet des mains, il y a eu des cris à la maison, peu importe, il y a eu une dispute, une tension, il est rentré à pied, il y a eu un stress inattendu avec une voiture, peu importe les conditions, quand l'enfant est sous stress, il n'a pas cette capacité
de se réguler tout seul. Et ça va être le stress, en fait, concrètement dans le cerveau, provoque des hormones qui attaquent directement les neurones et qui notamment empêchent certaines fonctions, certaines zones cérébrales de fonctionner correctement, dont l'hippocampe, qui est responsable de la mémorisation. Tout ça pour dire que le fait que l'enfant soit stressé va empêcher de mémoriser correctement. Mais le stress, ça peut venir aussi je vous l'ai dit un petit peu tout à l'heure, de nous qui leur demandons, allez, maintenant c'est l'heure, tu vas vite au devoir, sinon il ne se passera pas ça, donc, avec des menaces, peut-être des humiliations qui ne sont pas volontaires, mais qui restent des paroles qui peuvent être blessantes. Et tout ça crée un contexte qui va le mettre dans des circonstances qui ne sont pas bonnes pour faciliter la mémorisation et les apprentissages. Donc, on va vraiment faire très attention à essayer de diminuer au maximum ce stress-là, de ne pas rentrer dans ce cercle vicieux de, voilà, tu n'as pas encore commencé, tu as vu, ça devait être il y a 10 minutes, et machin. D'essayer justement par les routines qu'on a mis, enfin par les lignes de conduite qu'on a mis et par d'autres outils qu'on va voir juste après, de créer des conditions où on diminue au maximum ceci. Et j'en profite aussi pour vous dire qu'un enfant, je vous l'ai dit, il ne va pas avoir la capacité de se calmer seul et qu'il va avoir besoin de nous pour s'apaiser. Et c'est avec notre empathie qu'on va pouvoir l'aider à s'apaiser. Donc, il y a notre empathie et il y a aussi ce qu'on appelle l'accueil des sentiments. Donc, l'accueil des sentiments, c'est un gros domaine qui paraît très, très simple si on le dit comme ça, mais qui, dans la pratique, demande beaucoup d'habileté. D'ailleurs, moi, j'ai créé vraiment un atelier que pour ça, que pour comment accueillir les sentiments des enfants. Et ça va pouvoir se faire de plusieurs manières. Donc déjà, je vais vous proposer, donc je vous ai créé un petit livret, je ne sais pas si vous l'avez vu sur les réseaux, je l'ai finalisé aujourd'hui, je vous ai créé un petit livret qui va être en support par rapport à ça. Et si vous le souhaitez, je vous invite à nous mettre l'adresse mail en message privé, voilà, peu importe, mais dans le chat. Et à la suite de la conférence, je vous enverrai ce petit livret-là. Et donc, du coup, la première des choses, c'est de faire, comme je vous ai dit tout à l'heure, quel est votre maintenant intérieur, comment vous vous sentez. Et bien là, on va pouvoir demander en rituel, avant de commencer les devoirs, comment l'enfant se sent. Parce que si l'enfant se sent, il y a quelque chose qui le tracasse, il ne sera pas capable de rentrer dans les apprentissages. Donc, il vaut mieux perdre, entre guillemets, un tout petit peu de temps au départ pour savoir ce qui se passe, faire le point, aller chercher ce dont il a besoin, etc. Et qu'après, tout le reste se déroule correctement, plutôt que de ne pas faire ce processus-là et que derrière, eh bien, en fait, ça soit 2 heures catastrophiques où ça part dans tous les sens, ça crie dans tous les sens, il n'y a rien qui se fait correctement, pas d'envie, pas de motivation, parce qu'en fait, le besoin derrière n'a pas été vu, n'a pas été compris, n'a pas été juste mis en lumière, en fait, et que c'est important, vraiment, d'aller voir l'état émotionnel. Donc, en fait, juste en donnant son état émotionnel, on va pouvoir lui dire, bon, si c'est grand soleil, tout va bien, bon, ok, nickel, on y va, feu vert. Si ça va moyen, on va pouvoir le dire, est-ce que tu veux m'en parler? De quoi tu aurais besoin pour te sentir mieux? Qu'est-ce qui peut susciter un stress, une peur, une frustration, etc. On va aller voir un petit peu tout ça. Et du coup, accueillir ça, ça va être de lui dire, je vois, donc s'il vous dit, oui, moi je suis en colère parce que la maîtresse aujourd'hui, ou alors il ne va pas vous dire la colère, mais il va vous dire d'autres choses et vous pourrez lui dire, je vois que tu es très frustré par rapport à ça, que tu ressens de la colère envers cette personne. On va juste accueillir sans juger. Je ne peux pas vous faire l'atelier en 5 minutes, mais ce que je peux vous proposer, c'est d'essayer de vraiment ne pas juger ce que ressent l'enfant. Vous avez le droit de ressentir ce que vous ressentez. L'enfant a le droit de ressentir ce qu'il ressent. Que ce soit justifié ou pas à vos yeux, il le ressent.
et juste l'accueillir et prendre en compte ce qu'il ressent va aller presque les 3/4 du temps désamorcer les choses. Ça va tout de suite apaiser et il va être enclin à passer à autre chose. Il ne faut pas forcément résoudre son problème, trouver un tas de solutions, mettre des choses en place. Non, juste accueillir ce qu'il est en train de ressentir va vraiment pouvoir lui permettre de passer à autre chose derrière et donc de se mettre au travail certainement. Je me permets, Céline, de couper et d'intervenir, juste pour montrer et partager la roue des émotions, qui est un outil justement pour faire ce que tu proposes, hein, comme je l'ai en numérisé sur l'ordinateur, voilà, je le mets en visuel. C'est un exemple de roue qui est très pertinent d'ailleurs parce qu'elle est faite de telle manière qu'elle est à la fois très visuelle et en même temps il y a des mots et en même temps il y a des étapes. Donc voilà, c'est un outil parmi d'autres qui peut être utilisé, que nous on a beaucoup utilisé à la maison avec les enfants, avec qui c'était beaucoup plus propice, qui avaient particulièrement besoin de cet accueil des sentiments. Et puis en plus, elle a ce dernier cercle que vous voyez en extérieur, qui sont des propositions pour faire quelque chose de l'émotion ou du sentiment vécu, et qui ne sont pas forcément des choses qu'on va faire, comme tu le dis, tout de suite. On ne va pas forcément mettre quelque chose en place maintenant. Mais par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être différer et dire, ah, c'est intéressant, toi, tu aurais besoin de ça. Et du coup, ça va être mis, ça va permettre de l'accueillir et de pouvoir projeter l'enfant sur le fait que son besoin, il est écouté et il va être à un moment donné traité d'une certaine manière. Voilà, Exactement. je voulais juste intervenir parce que je sais que cet outil, tu l'utilises aussi. Je l'utilise aussi, oui. Voilà, C'est parfait. Et en fait, dans le livret que je vous ai constitué, alors, cette roue est super. Moi, c'est celle que j'ai, avec laquelle je me déplace dans tous mes ateliers formation, même pour adultes. J'interviens auprès des personnes qui sortent de détention et je leur présente cette roue et je leur propose de trouver leur émotion, leurs besoins, etc. Mais pour le coup, dans le livret, vu que je savais pas, je me dis que tout le monde ne l'a pas, j'ai proposé déjà basiquement quelques propositions d'émotions, quelques propositions de solutions. Donc, vous aurez déjà quelques prémices. Et après, cette roue est vraiment très, très complète. Merci, Guillaume. Donc, voilà, écoutez sans jugement et juste accueillir ce qu'il ressent sans forcément dire quoi que ce soit derrière. C'est pas forcément évident. On a toujours envie de sortir de notre petite boîte à outils de maman ou papa parfait, mais parfois, il faut juste essayer d'écouter. Il y a autre chose qui va permettre à l'enfant de vraiment se sentir bien, c'est que l'on soit connecté à lui. Donc, Jan Nelson toujours dit la connexion avant la correction. Peu importe ce qu'on veut faire avec l'enfant, si on ne rentre pas en connexion avec lui, on ne va souvent pas pouvoir obtenir, entre guillemets, ce que l'on souhaite ou ce qui est bon. Cette roue, vous pouvez la trouver, je pense, de partout sur Internet. Enfin, moi, je l'avais achetée sur un festival. Mais je pense qu'elle doit être. Je viens de mettre dans la conversation, il y a le site de la boutique de l'ECAP, la boutique du site de l'ECAP de Nantes, ECAP, comme l'ECAP en Brain Gym d'ailleurs, qui la vend d'ailleurs à un prix correct. Donc voilà, par exemple, c'est là-bas que je me la suis procurée. Ok, merci. Et donc, du coup, voilà, on va connecter, ça va nous permettre de voir vraiment ses besoins. Alors, Guillaume nous parlera après de plein de méthodes et de stratégies très concrètes pour pouvoir le guider. Je devance un petit peu peut-être, mais pour pouvoir le guider, il va falloir être connecté à lui. Parce que si on n'est pas connecté, si on n'arrive pas à voir que là, c'est un problème d'attention, là, c'est un problème de peut-être un besoin qui n'a pas été respecté, etc. Et du coup, on ne va pas pouvoir lui proposer la bonne stratégie. Peut-être que lui pourra la chercher, mais pour ça, il faut quand même assez de pratique, d'aisance, etc. Donc, être connecté à lui va nous permettre de mieux le guider, de mieux l'accompagner. Et vraiment de proposer quelque chose de juste. Et ça va être aussi, du coup, de faire preuve de beaucoup d'empathie par rapport à ce qu'il peut ressentir. Donc, on le voit un petit peu ritualiser. Ça permet au cerveau de se structurer et de rentrer plus facilement dans les apprentissages, dans quoi que ce soit. En fait, moi, je me suis créé des rituels pour le matin commencer ma journée. Je bosse de chez moi.
Et sinon, je vais faire un truc, un autre, je pars dans tous les sens. Donc, je me suis créé des rituels pour que mon cerveau comprenne que là, je vais passer en mode travail, en mode entrepreneur, et que là, c'est le moment où je bosse, c'est pas le moment où je vais aller faire ma machine et mon linge. Et tout le monde, petits et grands, on a besoin. On le fait beaucoup pour les tout petits, et on oublie qu'après, en fait, c'est tout au long de sa vie qu'on a besoin de cette structure-là. Donc, pour les devoirs, c'est pareil. On va ritualiser et on va construire ces routines avec lui. L'objectif, c'est toujours pareil, c'est de le rendre acteur. D'une part, parce qu'il va être beaucoup plus motivé à faire les choses s'il les a décidées lui-même, s'il les a même trouvées, inventées lui-même. Et d'autre part, parce qu'il va avoir validé les choses. Donc, à un moment donné, si lui-même les a validées, ça sera plus compliqué pour qu'il aille contre derrière. Donc, vraiment, construire avec lui les lignes de conduite et les routines. Je vais du coup un petit peu avancer. Au niveau de la communication, c'est vraiment ce qui va favoriser la motivation, le fait qu'il se responsabilise dans le fait de faire ses devoirs, que de l'inviter à réfléchir et sans créer de stress ou de conflit. Donc, pour moi, la communication, c'est vraiment la base de toutes les relations humaines, hein, clairement. Donc, la manière dont on va interagir avec lui va déterminer en grande partie tout sa manière de réagir et sa manière de vivre les devoirs. Alors, je vais vous proposer je vais vous lire quelques phrases et je vais vous demander d'écrire dans le chat ce que vous pensez, ressentez et décidez quand je lis ces phrases-là. Donc, je vous sollicite un petit peu, mais ça vous permettra de mieux vivre les choses. Donc, si je vous dis, n'oublie pas ton manteau, dépêche-toi de t'habiller, tu vas être en retard. Arrête de te disputer avec ton frère. Arrête de râler. Mets ton assiette dans le lave-vaisselle. Ramasse tes affaires. Enlève tes pieds du canapé. Va faire tes devoirs. Va te brosser les dents, sinon tu auras des caries. Va au lit. Va faire tes devoirs. Ne fais pas tes devoirs de cette manière, etc. Comment vous vous sentez? Accablé, c'est que des ordres. Ça donne pas envie. OK. Allez-y, n'hésitez pas. Alors moi, il n'y a aucun jugement sur rien. Hein. Il y a des personnes ici qui le savent, que j'accompagne. Vous pouvez vraiment dire ce que vous ressentez. Il n'y a aucun jugement. Agressé, frustré, stressant. OK. Directif. J'avoue, c'est compliqué de faire les choses avec ces phrases. Contrôler, etc. OK. D'accord. Est-ce que cela, pour vous, si on s'adresse à vous de cette manière-là, est-ce que cela va développer l'autonomie, le fait de se responsabiliser, pardon, le fait de se sentir, de s'aimer, de se sentir capable de faire quelque chose, de se sentir bien, etc. Est-ce que du coup, ça peut favoriser tout ça? Non, pas du tout. Pas du tout, non, non. Perte d'estime de soi. OK. Donc, nous sommes à peu près d'accord sur tout ça, je pense. OK. Je vous fais du coup un deuxième flux de petites phrases et vous, pareil, si vous voulez bien mettre dans le chat ce que vous ressentez, ce que vous pensez. Que vas-tu prendre pour avoir bien chaud dehors? Comment vas-tu faire pour être à l'heure? Est-ce que ton frère et toi pouvez trouver une solution qui fonctionne pour tous les deux? Quel mot peux-tu utiliser pour que je t'entende? On avait décidé quoi au sujet des assiettes? Quelle est ta responsabilité pour tes affaires? Qu'est-ce qu'on a demandé pour le canapé? Tu vas t'y prendre comment pour tes devoirs aujourd'hui? De quoi as-tu besoin pour avoir les dents propres? Prêt pour le bisou du soir? OK. Donc, comment vous vous sentez quand je prononce ces phrases? Valoriser, aimer, écouter, responsabiliser. OK, mieux, attentive.
pris en compte. En soi, on a parlé des mêmes sujets, hein, vous l'avez vu, mais on l'a exprimé d'une manière totalement différente. Ça s'appelle des questions qui impliquent. Ça permet de susciter la même chose. Notre but, il est le même, sauf que la manière dont on va faire passer notre message, considérez exactement. La manière dont on va faire passer le message va être tellement différente qu'en face, la réaction sera extrêmement différente aussi. Et on va, si vous le testez, vous allez être très surpris de ce que les enfants, en fait, finalement, vont se mettre à faire, mais de manière très naturelle, parce qu'ils se sentiront, justement, comme vous le dites, responsabilisés, écoutés, valorisés. Si la personne en face, elle me sollicite et elle veut mon opinion, ok, ça veut dire que mon opinion a de la valeur. Donc, je vais pouvoir m'exprimer, je vais pouvoir me sentir écoutée. Ça invite à l'enfant à penser par lui-même, à trouver des solutions, à devenir acteur et à contribuer. On a vu dans les besoins physiologiques que c'était important pour les enfants de se sentir appartenir et donc de contribuer. Bien qu'il y a des sujets où les choses ne soient pas négociables, donc on ne va pas lui demander de négocier le truc, mais on va lui demander comment on peut le faire. Par exemple, pour les devoirs, c'était comment vas-tu t'y prendre pour faire tes devoirs aujourd'hui? La négociation ne se situe pas est-ce qu'on va les faire ou est-ce qu'on ne va pas les faire, mais comment on va s'y prendre pour le faire. Et donc, du coup, ça ne laisse même pas la possibilité de faire autrement. On y va, on le fait, mais comment on va le faire? Ça décentre le problème parfois. Donc, c'est très important. On va avoir donc une deuxième, on va refaire pareil, un petit test comme ça. Je vais vous relire d'autres phrases et vous allez me dire ce que vous ressentez. Pourquoi as-tu frappé ta sœur? Pourquoi as-tu 5 en maths? Pourquoi l'as-tu insulté? Pourquoi as-tu pleuré? Pourquoi es-tu en retard? Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu? Pourquoi ne lui as-tu pas parlé? Pourquoi as-tu pris tes affaires sans demander? Pourquoi es-tu énervé de ne pas faire partie de ce groupe? Alors, accablé, c'est des questions fermées. Harcelé. Émilie, je n'ai pas compris trop d'air, mais tu as dû faire une faute de frappe. Provocation, ok. Trop de réflexion pour l'enfant. Des erreurs, ça donne pas envie de répondre. Ok. Alors, inversement, culpabilisant pour cette réponse. Inversement, je vous donne un autre jeu de phrases. Donc, que vient-il de se passer? Qu'est-ce qui se passe en ce moment en maths, à ton avis? Qu'est-ce qu'elle pense quand tu lui dis cela? Comment t'es-tu senti à ce sujet? Tu es en retard? Que s'est-il passé? Qu'est-ce que tu aurais pu faire pour m'appeler? Comment vas-tu lui en parler et quand? Tu sais que ton frère n'aime pas que tu prennes ses affaires sans demander. Tu crois qu'il va réagir comment? En quoi est-ce important pour toi de faire partie de ce groupe? Qu'a-t-il de spécial ce groupe? Donc pareil, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous ressentez? Donc, envie d'obtenir des réponses, lui apporter une autre vision, de l'autonomie, et à trouver des solutions. OK. Donc, on va rendre encore une fois de cette manière-là. Donc, ça s'appelle des questions de curiosité. On ne va pas être dans le pourquoi qui accable et qui ne mène pas forcément à grand-chose parce que ça s'est passé et les 3/4 du temps, on a la réponse. Donc, pourquoi aller chercher une réponse qu'on connaît déjà? Donc, on ne va pas aller chercher le pourquoi, on va aller chercher le comment. Comment est-ce qu'on peut faire différemment et comment est-ce que tu peux être acteur de ce qui va se passer? Ça ouvre un vrai dialogue, en fait.
Et ça donne vraiment à l'enfant la sensation d'être vu, entendu et compris. Et d'aller explorer le possible de comment on peut faire différemment. Je vais maintenant passer la parole à Guillaume. Je vous avoue que j'avais prévu un petit peu plus, mais j'avais vu trop, certainement, pour faire une conférence toute seule. Mais c'est parfait comme ça. Vous avez déjà eu plusieurs outils. Et puis, je conclurai peut-être tout à l'heure avec Guillaume aussi. Mais voilà, vous avez déjà plusieurs techniques de communication pour essayer de favoriser un contexte où l'enfant se sent entendu, compris et accueilli. Merci beaucoup, Céline. Pour moi, en tout cas, pour faire le lien, c'est qu'on va parler de choses un peu plus en lien avec l'apprentissage en lui-même, les méthodes, etc. Et c'est vrai que l'entrée le gage de réussite de l'application des méthodes que je peux vous proposer là dans ce soir, ou que je propose en général dans les accompagnements ou dans les formations que je donne, c'est cette partie de la relation, parce que je ne peux pas amener l'enfant à utiliser des outils si d'abord je n'ai pas connecté avec lui. Et puis pour faire le lien avec quelque chose qu'on a vécu tout à l'heure, c'est qu'on a eu, pour ceux qui sont arrivés au tout début, on a eu quelques interventions intempestives de spammers qui étaient fort désagréables, qui ont pu nous mettre mal à l'aise, dans une émotion désagréable. Et peut-être que certains d'entre vous ont dû prendre un certain temps ou attendre quelques minutes passent, j'ai envie de dire, pour pouvoir se sentir de nouveau prête à écouter et à rentrer dans la visioconférence et dans le contenu. Et c'est pour dire que même nous, adultes, on a besoin des mêmes outils finalement. Ces outils, on les utilise, c'est vrai, avec les enfants dans le cadre de notre thématique qui est les devoirs à la maison, mais en tant qu'adulte, on en a besoin. Donc voilà, donc merci beaucoup Céline, parce que c'est un domaine qui me paraît fondamental. Je suis aussi formé en discipline positive comme facilitateur et ça me tient beaucoup à cœur, même si dans mon activité, je mets beaucoup l'accent sur la partie vraiment des apprentissages, des méthodes et des stratégies. Et donc, parce qu'on ne peut pas tout traiter. Donc, moi, je trouve ça super qu'on puisse être là à deux ce soir, même si c'est bref, qu'on puisse vous donner ces pistes chacun avec qui on est et avec ce qui nous tient, ce qu'on a particulièrement à cœur. Donc, merci beaucoup Céline pour ces mises en situation en plus. Et donc, je prends le relais. Je vais juste partager mon écran. Voilà. Normalement, à mon écran, vous voyez aussi un visuel qui s'affiche qui vous permet de pouvoir suivre aussi visuellement. Ça fait partie des stratégies d'apprentissage, en tout cas des outils de l'apprentissage. C'est que l'apprentissage, il se passe à la fois dans le verbal et à la fois dans le visuel. Donc ça, là, si je rentre dans cette porte-là, je pars pour 3-4 heures sur le double codage, sur le côté visuel, enfin voilà, sur tout ce qui est autour du mind map, du sketchnoting, de l'évocation. Bon, voilà. Mais simplement retenir cette idée, c'est que nous parlons beaucoup, nous sommes occidentaux, en plus français, nous parlons beaucoup, que ce soit parents, enseignants ou formateurs, et en même temps, il n'y a parfois pas de support visuel. Et je n'avais pas prévu de vous le dire ce soir, mais ça me vient, alors je vous le dis maintenant. C'est pour moi un des outils que je découvre depuis plusieurs mois et que je teste et qui est fondamental et qui est efficace. C'est que quand vous apportez une notion nouvelle avec un enfant, quand vous entrez dans une notion nouvelle ou quand vous révisez une notion qui est abstraite et donc finalement nouveau, parce que quelque chose qui est abstrait, c'est quelque chose qui est étranger à l'enfant. Donc, si vous parlez de l'attribut du sujet, si vous parlez des prépositions, si vous parlez d'une soustraction, eh bien, tout ça, ce sont peut-être des notions nouvelles. Si vous parlez, je ne sais pas moi, de la Première Guerre mondiale, tout ça, c'est très abstrait, c'est très éloigné de la réalité de l'enfant. Et donc, ça veut dire que si je reste dans le verbal, eh bien, je ne vais pas permettre à l'enfant d'utiliser tous ces canaux pour pouvoir intégrer cette notion-là. Et la première chose à faire, à mon sens, c'est de pouvoir donner un support visuel. Et le premier support visuel, avant d'être une image, avant d'être un dessin qui est, je dirais, une deuxième étape et qui demande peut-être aussi un petit peu de réflexion, d'habilité ou de préparation et qui n'est pas forcément évidente, eh bien, l'étape la plus simple et qui est accessible à tout le monde, c'est d'écrire le mot. Déjà, si vous travaillez sur l'attribut du sujet, écrivez le mot attribut du sujet, écrivez-le assez gros et très lisible pour que l'enfant puisse faire référence à cette notion très abstraite, il puisse s'y référer à ce mot-là et que quand on va lui parler de ça à l'oral, eh bien, il puisse avoir l'image du mot. Et là, on reviendra sur… je vais vous parler de plusieurs petites choses dans ce temps que j'ai pour parler un petit peu des méthodes et stratégies d'apprentissage. Et je finirai avec une expérimentation concrète sur
la thématique plutôt la compétence d'apprendre son vocabulaire efficacement et rapidement. Voilà, donc on terminera avec une mise en situation très concrète où je vous proposais d'apprendre un mot de vocabulaire, l'orthographe, je parle bien évidemment d'orthographe, même si cette technique pourrait en partie être utilisée, par exemple, pour le vocabulaire en langue étrangère. Voilà, c'était juste je ferme la parenthèse sur cet outil-là qui est vraiment très utile. Pour vous donner un exemple, pour vous dire que ce n'est pas que les mots, mais aussi c'est valable dans le calcul. C'était hier après-midi, je jouais à un jeu avec ma fille qui s'appelle Multiplica Boost, qu'on a depuis très longtemps, mais puis elle s'y intéresse depuis peu finalement. Ma fille a 8 ans, j'ai 7 enfants, je vous ai dit en introduction. Donc là, c'est la petite dernière qui a 8 ans. Et en fait, c'est un jeu où il faut lancer des dés, il faut faire un peu des soustractions, additions, etc. Et donc, tout avec un plateau. Donc, c'est vraiment un jeu. Et donc, ce qui fait que c'est plus facile de rentrer dedans et ça permet vraiment d'automatiser l'apprentissage des additions, des soustractions, des multiplications. Il y a eu qui parle. Voilà, je coupe le son. Et donc, ce que j'ai fait tout de suite, c'est quand on est rentré dans le jeu, j'avais une ardoise à côté de moi, et puis quand elle devait faire un calcul, notamment une table de multiplication, et qu'elle ne connaissait pas, alors là, il y a un petit carton dans le jeu qui permet d'aller trouver la réponse, eh bien moi, je l'écrivais sur l'ardoise, en gros, pour qu'elle puisse le voir. Je marquais l'opération, donc par exemple 8 fois 4 égale, et je mettais le résultat, et elle le lisait, elle l'entendait, et du coup, ça permettait de solliciter plusieurs canaux. Et de ce fait-là, eh bien, on a pu faciliter, elle a eu plus de facilité à mémoriser les calculs qu'elle ne connaissait pas. Voilà, je ferme la parenthèse. Même si on est pleinement dans le sujet, pour le coup, de l'apprentissage et des méthodes et stratégies. Simplement, je parle depuis tout à l'heure de méthodes et stratégies. Dans le temps qui m'est imparti, je vais mettre de côté les stratégies parce que c'est un domaine qu'il faut traiter à part entière, qui prend beaucoup de temps aussi. Là, ce que je viens de vous donner, typiquement, c'est une stratégie mentale, de pouvoir regarder visuellement, de pouvoir voir et de pouvoir le revoir dans sa tête, c'est une stratégie mentale. Moi, je vais m'occuper des méthodes. Alors, juste pour faire la différence entre méthode et stratégie d'apprentissage, quelle est la différence entre ça? Parce que ce sont des termes qu'on utilise souvent de manière un peu synonyme, alors que la méthode et la stratégie d'apprentissage sont deux choses différentes. En très bref, la méthode, c'est ce qui concerne, on pourrait dire, ce qu'il y a de visible, ce qui est de l'ordre du terme de l'organisation de l'apprentissage, alors que la stratégie, ça concerne ce qui se passe dans ma tête en tant qu'apprenant. Voilà, donc pour vous dire qu'on est vraiment sur deux notions très différentes et qu'il est bon de différencier pour pouvoir savoir de quoi on parle. Ce soir, hormis ce détail, cette parenthèse que je viens de faire, eh bien, où je parlais de stratégie pour le coup, je vais davantage aborder les méthodes parce que ça fait le lien finalement avec ce dont parlait Céline, c'est tout ce qui tourne autour de comment je rentre dans l'apprentissage. Dans l'apprentissage, d'ici on parle des devoirs à la maison, comment je rentre dans ce temps de devoir et qu'est-ce que je dois aussi déconstruire. Et c'est pour ça que le premier thème que je vous propose d'aborder, c'est mes fausses croyances. Parce que on ne peut pas rentrer dans un apprentissage sans être connecté avec l'enfant. L'enfant ne peut pas rentrer dans ses devoirs s'il n'est pas bien dans son corps, bien dans sa tête, bien dans ses émotions. Et il ne peut pas non plus rentrer efficacement dans ses devoirs. Il va faire de la résistance s'il a bâti des fausses croyances et si ces fausses croyances viennent parasiter son temps de devoir et donc son apprentissage de manière générale. Quelques fausses croyances qui sont en fait des méthodes qui ne sont pas efficaces et qu'il va falloir, j'ai envie de dire, il va falloir bannir en fait finalement d'une certaine manière. Évidemment, on ne va pas lui dire non, c'est pas bien, tu ne dois pas penser ça. Hein, si on revient sur ce que partageait Céline tout à l'heure, on ne va pas réagir de cette manière, on va plutôt questionner ou plutôt partager notre façon de voir les choses. Alors, quelques exemples de fausses croyances, c'est j'ai le temps, ça va aller. Et ça, c'est valable très vite. Hein. Dès 7-8 ans, on entend mais j'ai le temps, voilà, parce que certains enfants n'ont pas la notion du temps ou parce qu'il y a la tentation de procrastiner. Donc ça, c'est une fausse croyance. Et quand l'enfant parle de ce j'ai le temps, ça va aller, eh bien, c'est important de se référer à la réalité de l'horloge. Voilà.
Combien de temps tu as besoin pour faire tes devoirs? De combien de temps tu disposes? Oui, il faut que tu fasses minimum pour pouvoir faire tel exercice, tel exercice, tel exercice. À quelle heure on mange? Combien de temps tu voudrais sortir ou jouer? Et de pouvoir simplement regarder le temps ensemble. Et ça, on ne va pas le faire tous les soirs, mais on va le faire peut-être un soir, 2 soirs, 3 soirs. Et puis à un moment donné, l'enfant aura compris que c'est important de pouvoir s'organiser et de ne pas reporter à plus tard. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas laisser du choix, comme le proposait aussi Céline. On peut laisser le choix aussi à l'enfant sur est-ce que tu veux d'abord prendre 5 minutes pour aller t'aérer l'esprit, pour boire un coup, etc. D'autres fausses croyances, et ça, c'est les fausses croyances. Ce qui est bien, c'est que les enfants, je pourrais leur en parler, mais je parle autant aux enfants qu'aux parents, et peut-être même plus aux parents, parce que les fausses croyances, c'est parfois les parents qui ont entendu dans leur enfance ou au cours de leur formation, de leurs études, et qui ont gardé ça et qui l'ont transmis à leur enfant. Et qui vont dire, par exemple, à leur enfant, mais toi, tu es kinesthésique, c'est normal, il faut que tu bouges. Sauf qu'à un moment donné, le mouvement, il peut devenir un parasite aussi. Donc, je suis kinesthésique, je suis auditif, je suis visuel. Alors, moi, je suis visuel, je n'ai pas besoin de travailler longtemps. Je regarde, c'est bon, je connais. Non, en fait, il n'y a pas beaucoup d'enfants qui vont pouvoir fonctionner de cette manière. Puis, à l'inverse, il y a ceux qui sont kinesthésiques, ceux qui ont compris ce que ça voulait dire, en tout cas, ceux qui pensent avoir compris, qui disent, mais moi, j'ai besoin de bouger, il faut que je bouge dans tous les sens. Pas forcément. Kinesthésique, ça ne veut pas forcément dire ça. Donc, ça, c'est des choses dans lesquelles on peut déconstruire. Et sur lesquels on peut discuter avec l'enfant, qu'est-ce que ça veut dire d'être kinesthésique, auditif, visuel. Donc, je vous invite à creuser cette question-là. J'ai développé des formations, évidemment, où je parle de ces profils cognitifs, mais c'est une question qui me paraît importante. Une autre fausse croyance qui est là pour très pragmatique, c'est l'enfant qui, quand on lui dit il faut apprendre ta leçon, il considère qu'apprendre, ça veut dire je relis, voilà. Je relis mon cours, je relis ma leçon, je relis ma définition, je relis mon vocabulaire, si j'ai peut-être 10 mots à apprendre, et c'est bon, relire permet d'apprendre. Et en fait, non. Relire ne permet pas d'apprendre. Et je le disais de manière un peu plus schématique, voir, parce que finalement, quand un enfant relit généralement, la seule chose qu'il fait, c'est qu'il voit. Le mécanisme qui est mis en place à ce moment-là, souvent chez l'enfant, c'est quelque chose de très visuel et pas du tout quelque chose qui est multisensoriel. Voilà, donc ça c'est pas suffisant et c'est important de l'inviter à faire autrement. Écrire 3 fois, ou je pourrais mettre 10 fois pour mémoriser, n'est pas efficace non plus, parce que le fait de la répétition va être efficace que dans certaines circonstances, et j'aurai peut-être l'occasion de vous en parler un peu plus en détail. Réviser la veille, si je révise la veille ou le matin juste avant d'aller à l'école, ça va être plus efficace. Donc, je vais réviser le plus tard possible pour que ce soit frais dans ma tête au moment du contrôle. Ça, c'est quelque chose qui est faux. Et puis, on peut tout simplement expliquer à l'enfant que pour que je puisse redonner une information en contrôle, qui est une situation où je suis en stress, pas forcément un gros stress, mais il y a toujours un petit stress dans une évaluation. Et puis, il y a un stress au niveau du temps. Il y a les camarades qui sont à côté. Il y a des fois le prof qui passe ou la maîtresse qui passe dans les rangs. Toutes ces petites sources de stress. Eh bien, si j'ai révisé fraîchement, eh bien, mon cerveau, il ne pourra pas l'utiliser parce que justement, ce petit stress va faire que mon cortex orbitofrontal et ma capacité à faire appel à ces notions connues ne va pas être possible. Donc, on va expliquer à l'enfant que pour pouvoir avoir la plus de chances de restituer une information ou un contenu, une définition, du vocabulaire, il va falloir utiliser des stratégies, ou plutôt des méthodes et des stratégies. Et en tout cas, dans les méthodes, il va y avoir la notion de la répétition et on verra comment. Autre fausse croyance, je suis nul en maths, je suis nul en français. Ce n'est pas fait pour moi. Fausse croyance. Et ça, c'est quelque chose que souvent qui vient des parents ou des grands-parents ou de l'environnement, parce que les enfants ont entendu, de toute façon, moi, je suis nul en maths, si elle est nulle en maths, ma fille, c'est tout à fait normal, c'est inévitable. Et moi, je l'ai entendu en tant que prof, quand j'avais les rendez-vous parents-professeurs, parce que j'ai enseigné pendant 13 ans comme professeur de français en collège, et j'avais dans les réunions des parents qui commençaient en disant, bon, de toute façon, le français, ça n'a jamais été mon fort. Donc, c'est normal que ce soit compliqué pour elle. Et là, bip, on appuie sur le curseur, on dit stop, ça suffit. C'est une fausse croyance. Il n'y a pas de gêne de ce genre-là. Donc, on va sortir de ça et on va donner au contraire la possibilité à l'enfant de libérer tout ce potentiel en lui disant que peut-être qu'il a des difficultés, mais que son cerveau a tout ce qu'il faut pour y arriver. Et ça, c'est une phrase, j'ai presque envie de dire magique,
même s'il n'y a pas grand-chose qui soit magique, mais en termes de recettes pour l'apprentissage, mais quand même, c'est très efficace de dire à un enfant, tu as tout ce qu'il faut pour réussir, et même je préciserai, moi je précise quand je dis ça, je dis, ton cerveau a tout ce qu'il faut pour y arriver. Et ça, je peux vous dire, pour l'avoir vécu à plusieurs reprises avec mes enfants, en séance individuelle, en atelier, que quand on le dit aux enfants, ça débloque chez certains instantanément eh bien, des blocages. Vraiment, ça débloque du potentiel de manière assez impressionnante. Certains enfants ont besoin de l'entendre, vraiment, très fort. Donc, n'hésitez pas, même si tout va plutôt bien, à l'occasion d'un petit blocage, d'une petite difficulté, de lui dire, mais ton cerveau a tout ce qu'il faut pour y arriver. Et c'est valable pour faire tes lacets, c'est valable pour apprendre ton vocabulaire, pour faire les soustractions, pour faire tes divisions, pour faire, si on est en collège, des choses beaucoup plus complexes. Et c'est valable aussi pour, à n'importe quel âge, pour nous adultes, quand on commence une formation, et des fois c'est un challenge, quand on reprend une formation, de dire, mon cerveau a tout ce qu'il faut pour y arriver. Et on a comme appui très solide la plasticité cérébrale. Notre cerveau a la capacité de se remodeler, de pouvoir créer, de pouvoir renforcer ou diminuer des connexions synaptiques, c'est-à-dire toutes ces connexions neuronales qui font que je peux apprendre de nouvelles choses à tout âge. Voilà, même si je rencontre des difficultés. Et dernière fausse croyance, alors là on est plus pour les parents aussi, mais les enfants ont besoin de l'entendre également. S'ennuyer ou ne rien faire, ce n'est pas perdre son temps. Et il est important de prévoir des temps où l'enfant s'ennuie, c'est-à-dire en tout cas il n'est pas sollicité. Et moi je peux vous dire, et mes enfants en ont un peu jusque-là d'ailleurs, mais quand ils ont le malheur de venir me voir en me disant « Papa, je m'ennuie », je leur dis « C'est génial !» Et à chaque fois ils lèvent les yeux au ciel en disant « Ouais, je sais ». Et c'est extraordinaire parce qu'un enfant qui entend ça, eh bien, se donne le droit de le faire et accepte en fait finalement de s'ennuyer. Et moi, j'ai entendu ça plein de fois de la bouche de mes enfants et j'ai vu systématiquement, au bout de quelques minutes, parfois un peu plus, mais l'enfant qui tout d'un coup s'oriente vers ce qu'il a envie vraiment de faire ou ce qui le motive, etc. Donc voilà, on n'est pas écartade par rapport aux devoirs à la maison, mais finalement, un enfant qui s'ennuie, c'est un enfant qui va pouvoir rentrer dans la créativité et qui aura plus de motivation pour ce qu'il fait. Voilà pour cet aspect-là. Les émotions, je crois qu'on en a bien parlé. Merci Céline pour ce point que j'aime aborder aussi, mais tu l'as très bien fait et je te remercie. Et puis moi, je vous invite encore une fois à vous rappeler avant le temps des devoirs, de vous dire mais comment je fais pour rentrer dans les temps des devoirs, comment je fais pour le rendre efficace? C'est d'abord en connectant, en créant du lien. Donc un petit temps de qualité, une petite parole positive, l'accueil des sentiments, enfin toutes ces choses-là sont tellement essentielles. Donc je passe tout ça. Les starters. Ça, j'aime beaucoup parler des starters parce que, alors ça ne parle plus aux jeunes, il ne faut pas leur dire quels sont tes starters parce que le starter, à part éventuellement ceux qui ont des vieilles mobylettes ou des vieilles voitures, mais bon, ils sont plus en train d'apprendre des divisions ou plus en train d'apprendre du vocabulaire. Mais les starters, ça vous parle sûrement à vous tous ici qui êtes connectés. On a parfois une voiture qui a besoin de mettre le starter, c'est de plus en plus rare, mais on a tous connu peut-être. Eh bien, c'est la même chose pour l'apprentissage, pour le corps, pour le cerveau et pour les émotions. Quels sont mes starters? Qu'est-ce qui fait que je vais pouvoir rentrer finalement dans l'apprentissage? Qu'est-ce que je préfère pour me lancer dans mon travail? Ça peut être aussi de quoi j'ai besoin aujourd'hui, en ce moment, à l'instant de maintenant, là, et ça rejoint ce que disait Céline finalement, c'est mais dis-moi, là maintenant, tu veux commencer par quelle matière? Et rien que ça, plutôt que de dire, bon là, tu fais les maths, ensuite tu fais le français, ensuite tu fais l'histoire. Non, ça peut être aussi de laisser le choix de dire qu'est-ce que tu veux faire. Après, je ne dis pas, vous connaissez votre enfant mieux que moi et vous savez que votre enfant, quand vous lui laissez le choix, ça tourne pendant 10 minutes, je ne sais pas, je vais faire ça, je ne sais pas trop, je ne sais pas. Et donc, à ce moment-là, ça ne sert à rien. Donc, vous connaissez aussi, vous savez si c'est un starter qui sera légitime et efficace ou pas. Donc, ça, c'est vraiment cette idée du starter. Qu'est-ce qui me stimule? Alors, ça peut être dans mon environnement également. Tu veux de la musique ou pas? Alors attention, parce que quand on dit musique, moi généralement mes poils se hérissent quand les parents me disent il apprend avec de la musique. Quoi comme musique? Parce que s'il apprend avec des musiques qu'il connaît dont il connaît les paroles notamment et qu'il peut les chanter, eh bien son cerveau va être occupé avec deux choses. Si par contre c'est des musiques qui n'ont pas de paroles ou dont il ne comprend pas les paroles, ça c'est possible. Donc ça, c'est une question vraiment propre à l'enfant, parce que chaque enfant a sa culture musicale, chaque famille a sa culture musicale. La notion de la lumière aussi, des fois, tout simplement, de dire, tiens, il fait sombre. Est-ce que toi, ça te dérange ou pas? Moi, ça me dérange, mais peut-être que toi, ça ne te dérange pas.
Si l'enfant se met à son travail sur un bureau mal rangé, ça peut vous agacer sérieusement, dire mais comment tu peux faire pour travailler dans ce bazar? Commence par ranger ton bureau, mais peut-être qu'on peut lui poser la question. Est-ce que toi, tu es à l'aise là? Tu te sens bien pour ranger avec ce bazar, pour travailler dans ce bazar-là, ou est-ce que tu préférerais d'abord qu'on prenne un temps pour ranger? C'est pas le moment de lui faire de la morale sur son bureau qui est mal rangé. C'est pas le moment de lui dire que je t'avais dit quoi, nanana, etc. Puisque le moment, c'est le moment de rentrer dans les devoirs. Donc, ne pas faire non plus du moment des devoirs, eh bien, de ne pas s'éparpiller dans des leçons de morale ou même dans des questionnements qui pourraient nous emmener loin. Et une demi-heure plus tard, on n'a toujours pas commencé. On a réglé d'autres choses, mais on n'a pas du tout commencé les devoirs. Il y a une réalité que nous vivons tous en tant que parents quand les enfants sont à l'école, c'est qu'ils rentrent de l'école et puis entre le moment où ils rentrent et le moment où ils vont se coucher et le repas, enfin, tous ces moments-là, il y a peu de temps finalement. Des fois, il y a des activités scolaires, il y a le besoin que l'enfant prenne l'air ou joue, enfin voilà. Donc, il faut aussi faire des choix. Voilà, est-ce que tu veux être seul? Est-ce que tu veux que je reste à côté de toi? Est-ce que tu veux que j'aille peut-être dans la salle? Est-ce que tu veux, voilà. Moi, je peux lire un bouquin sur ton lit si tu veux en attendre, comme ça tu veux me poser une question. Voilà, lui proposer ça. Évidemment, on ne va pas lui proposer tous les soirs où il fait ses devoirs. Ce sont des choses, comme l'a évoqué aussi Céline, c'est la notion du rituel. Ça va devenir quelque chose d'habituel et l'enfant, à un moment donné, dira bah, écoute, je veux bien que tu t'en ailles là. Ou tu peux rester à côté de moi. Voilà. Et puis l'enfant, ça va venir naturellement de lui à un moment donné, pas tout de suite. Voilà, il y a plusieurs possibilités. Ça me fait penser à Céline Alvarez qui nous dit que laisser faire seul l'enfant, c'est pas le laisser tout seul. Elle ne le dit pas de cette manière, mais elle met en exergue ce danger, c'est quand l'enfant dit « je veux faire tout seul », eh bien, on a tendance, en tant que parent, déjà à le prendre parfois un peu mal et à s'éloigner physiquement. Or, l'enfant est câblé pour apprendre avec. Ça ne veut pas dire qu'on va être sur lui, etc., mais ça veut dire qu'on va être présent. On va solliciter, on va montrer, on va manifester notre présence. Donc, ça, c'est une petite nuance qui est importante à apporter. Voilà pour les starters, ce que je peux vous dire. Donc, ritualiser les starters, évidemment, ça se met en place. Et finalement, c'est se poser la question, qu'est-ce qui te perturbe? Qu'est-ce qui me déconcentre? Qu'est-ce qui m'empêche de mémoriser? Quelles sont les choses autour de moi? Des fois, ça peut être la télévision. Moi, j'ai eu des enfants en séance qui me disaient, mais je n'arrive pas à travailler. Mais pourquoi? Il y a le bruit de la télé. OK, on va en parler avec les parents. Et ce n'est pas un souci. Mais dites-vous que ce qui vous gêne, vous, ou ce qui ne vous gêne pas, eh bien, n'est pas forcément vrai pour votre enfant. Petite chose, voilà. Nous n'apprenons pas, nos enfants n'apprennent pas comme nous apprenons. Nos enfants ne mémorisent pas comme nous mémorisons. Et nos enfants ne sont pas gênés avec ce qui nous gêne nous forcément. Donc, être attentif à ça, évidemment, le mobile, le smartphone est un élément important. Il y a plein de choses à évoquer, je ne peux pas faire tout le tour, mais là, je crois que déjà, il y a quelques éléments importants qu'on cible ici. Et je finirai pour cette partie-là, avant d'aller sur la partie pratique sur l'hygiène de l'apprentissage, où je vais rappeler 3 fondamentaux. Vous savez qu'une bonne hygiène, c'est essentiel dans de nombreux domaines. Je crois qu'on le rappelle même à nos enfants, pour l'hygiène dentaire notamment, toute l'hygiène physique, c'est vrai que c'est quelque chose qui, aujourd'hui, on est très sensibilisé. Et l'apprentissage, il a sa propre hygiène. Et il a 3 agents, j'ai envie de dire, il y a 3 agents périphériques de l'apprentissage qu'il est important de questionner régulièrement et sur lesquels il est important de revenir. Ces 3 agents, c'est l'alimentation, le sommeil et l'activité physique. Et c'est valable à tout âge. Si un de ces agents n'est pas pris en compte, est déficient, on pourrait dire, eh bien, il y a de fortes chances que l'apprentissage soit impacté. L'apprentissage ou l'efficacité, on pourrait dire la performance. C'est un mot, c'est un peu connoté, mais dans son sens noble, dans le sens très, très beau du terme de la performance, c'est-à-dire de la capacité à produire des beaux résultats, qui soient, sans parler de perfection, hein, mais des résultats dont on est satisfait. Donc, il y a l'alimentation, le sommeil et l'activité physique. L'alimentation, il y a 3, j'ai envie de dire, il y a plusieurs ennemis dans l'alimentation, mais il y a le sucre, évidemment, mais je vais l'évoquer juste après. Il y a les ennemis, c'est le sucre. Pour l'alimentation, le sommeil et l'activité physique, hein, le sucre est un ennemi à chaque fois. Ça, c'est une réalité. Et le sucre, eh bien, c'est intéressant de se rendre compte où il est présent. Et des fois, on ne soupçonne pas. Par exemple, l'autre jour,
Nous, on fait particulièrement attention par rapport aux bonbons, notamment à cause du sucre, et puis du deuxième ennemi que sont les additifs. Je l'affiche ici maintenant. Les additifs est vraiment un ennemi de l'apprentissage. Vous savez, ces notions sont tellement importantes que j'en ai fait un pack vidéo il y a déjà au début de mon activité en 2019. J'en ai fait un pack vidéo qui s'appelle Alimentation et apprentissage, qui se trouve sur mon site pédagogie.fr et dans lequel je présente pourquoi c'est des ennemis et puis où ils se trouvent. C'est fondamental pour moi. Donc je disais, on fait attention. Et puis l'autre jour, on dit, tiens, mes filles disent, pour le voyage cet été, où on partait en voyage, est-ce qu'on peut acheter, papa, une boîte de Ricola? Je dis, OK, c'est une bonne idée. Allez acheter une boîte de Ricola. Et puis, pourquoi j'ai accepté? Parce que naïvement, je me suis dit, Ricola, vous savez, c'est des plantes. D'ailleurs, sur les dessins, il y a toujours des plantes, des fruits, etc. Et en fait, quand tu regardes les composants, ben en fait, alors, il n'y a pas de sucre, hein, mais par contre, il y a des édulcorants à 200%. Donc, c'est pire que le sucre. Donc, je me suis dit, ah zut, on s'est encore une fois fait avoir par l'emballage. J'avais une image du Ricola qui était bien trop utopique. Voilà. Alors, cela dit, je n'en ai pas fait un scandale. Elles ont mangé leur Ricola et on n'a pas pour autant jeté le paquet à la poubelle, mais il faut toujours être dans l'équilibre. Je crois que c'est important, mais c'est vraiment quelque chose de très important, le sucre et les additifs, et de réfléchir, enfin, ouais, de se rendre compte où ils se trouvent. Et le troisième ennemi, évidemment, ce sont les écrans qui sont ennemis à la fois de l'alimentation, à la fois du sommeil et à la fois de l'activité physique. Donc, en fait, si je veux rentrer dans des devoirs, je veux faciliter les devoirs, déjà, il faut que je me pose cette question. Qu'est-ce que mange mon enfant avant le temps des devoirs? Parce que si mon enfant a mangé une barre céréale, eh bien, regardez la composition de la barre céréale, vous serez surpris de la quantité de sucre et parfois de certains colorants ou de certains additifs qui sont extrêmement nocifs pour la concentration ou pour la mémorisation. Je ne rentre pas dans le détail, mais il y en a. S'il a mangé, par exemple, une tartine de pain avec du Nutella, je vous laisse imaginer que dans le Nutella, il n'y a aucun gramme d'eau, il n'y a que de l'huile et du sucre. C'est tout ce qu'il y a. Essentiellement, un petit peu de noisettes et de chocolat, mais à peine. Par exemple, voilà. Donc, quand c'est très glycémique, il va y avoir un pic de glycémie, et puis il va y avoir cette chute juste après. Donc, ça va générer aussi une réaction en termes d'humeur qui peut être extrêmement, qui peut être un frein finalement par rapport au temps des devoirs. Si mon enfant a regardé, on lui dit, bah, avant les devoirs, allez, tu as le droit à un quart d'heure de dessin animé. Bah ouais, super, ça peut être chouette de dire, bah, finalement, c'est gagnant-gagnant, c'est donnant-donnant. Oui, sauf que les 15 minutes de dessin animé ont de fortes chances de créer une excitation cérébrale parce que le débit d'image ne peut pas être géré par le cerveau d'un enfant. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le débit d'image d'un dessin animé est 10 fois trop important par rapport à ce que le cerveau peut supporter. Et prenez le dessin animé d'il y a 30 ans et prenez un dessin animé d'aujourd'hui, vous verrez la différence en termes de rapidité, hein, de succession des images. Combien il y a d'images en une seconde? Vous serez surpris. Et même les films aujourd'hui, certains films sur certaines chaînes sont accélérés un tout petit peu pour gagner du temps d'audience, enfin de programmation surtout. Voilà, donc je m'arrête ici sur la notion des méthodes, sur l'apprentissage. C'est une introduction, je veux dire, ce soir que l'on propose. Si vous voulez aller plus loin, il y a différentes possibilités. Céline propose aussi des ateliers. Moi, j'ai des outils aussi en vidéo. Je vous ai parlé du coach alimentation et apprentissage. Il y a aussi le pack parcours apprentissage où j'expose les fondamentaux pour rentrer dans l'apprentissage, notamment dans les temps de devoirs. Et puis, il y a tous les outils, il y a toutes les conférences, les visioconférences vidéo, et puis toutes les formations et les outils pour les enfants qui ont des difficultés ou des troubles d'apprentissage. Voilà. Je propose de vous faire une petite expérimentation. J'ai créé une formation qui s'appelle Orthographe, qui permet d'apprendre comment développer l'orthographe de manière naturelle ou comment rééduquer les difficultés d'orthographe, notamment la dysorthographie. Et donc, dans cette formation, évidemment, on parle de l'orthographe, c'est un peu logique. Et dans la mémorisation, alors hop, je ne vais pas vous passer tout, ça ne sert à rien. Alors, donc la conscience orthographique, c'est un concept que j'ai développé à la suite de lectures, de découvertes différentes, notamment sur les recherches en neurosciences. Et il se trouve que je travaille dans le cadre d'un projet européen avec deux autres pédagogues et puis d'autres collaborateurs. On est plusieurs collaborateurs, mais notamment deux pédagogues. Il y a Fanny de Mulder et puis Céline Weitman. Donc, l'une se trouve au Luxembourg, l'autre en Belgique. Et nous travaillons dans le cadre d'un projet financé par Erasmus+, sur la création de fiches
qui ont pour but d'être très concrètes, puisqu'on prépare une trentaine de fiches et il y en a 17 qui vont traiter des tâches scolaires, comme mémoriser l'orthographe d'un mot, apprendre son vocabulaire en langue étrangère, apprendre une définition de grammaire, apprendre un poème, préparer un exposé, etc. Et on s'est rassemblés, on s'est d'abord partagé nos outils, nos principes fondamentaux, et on a cherché ce qui était le plus efficace en termes de stratégie, surtout de stratégie, pas de méthode, mais surtout de stratégie, pour rendre efficace et facile ces apprentissages-là. Et là, ce soir, je vous montre la fiche qui est le résultat de notre travail. Il y en aura 17 comme ça. L'avantage, c'est que c'est un projet européen, donc tout sera en libre accès sur Internet d'ici octobre-novembre. Vous pourrez trouver sur mon site pédagogie.fr, vous verrez, il y a un onglet programme européen ou projet européen, je ne sais plus. Vous pouvez vous inscrire pour recevoir les informations notamment de la sortie. Et j'animerai prochainement, d'ici quelques semaines, une conférence de présentation de l'ensemble de ce projet, avec notamment les fiches, mais aussi les premières vidéos, parce qu'on a fait des vidéos pour illustrer certaines techniques, de manière à les rendre plus accessibles pour les parents et les enfants. Voilà, et les enseignants, bien évidemment, parce que c'est aussi pensé pour le milieu scolaire. Voilà. Donc, je vous propose une technique, la technique qu'on a élaborée ensemble avec mes deux collègues. Et je vous propose d'apprendre à écrire correctement le mot ornithorynque. Je ne sais pas si vous l'auriez écrit correctement dès le départ. Toujours est-il que je pense que c'est un terme que ça vaut le coup de savoir l'écrire, parce qu'à un apéro, ça fait vachement bien de savoir. Tu sais écrire ornithorynque? Je ne suis pas sûr. Ça peut permettre de frimer un petit peu. Donc voilà, c'est parti. Je vous invite, pour commencer, à observer. Première étape, observer le mot, simplement. Alors, je vais zoomer dessus, parce que vous le verrez sûrement mieux. Voilà, observez le mot et observez les particularités. À quoi faut-il faire attention dans ce mot? Où se trouve la lettre à laquelle ou les lettres auxquelles il faut faire attention par rapport aux autres? Est-ce qu'il y a plusieurs parties dans le mot? OK. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, je cache le mot. Et je vais vous demander de revoir le mot dans votre tête. Vous pouvez fermer les yeux, vous pouvez lever les yeux en l'air ou regarder où vous voulez. Des fois, lever en l'air, ça aide. Et de revoir le mot écrit vraiment dans votre tête. Est-ce que vous arrivez à revoir le mot avec toutes les lettres? Si vous n'arrivez pas à revoir le mot, je vous le remets. Et vous pouvez le regarder de nouveau. Voilà, je vais le recacher. Est-ce que vous le voyez toujours clairement dans votre tête? Ou ça y est, est-ce que maintenant vous le voyez dans votre tête? Voilà, est-ce que vous voyez tout dans votre tête? OK. Si c'est clair maintenant, eh bien, je vais vous inviter à écrire le mot sur une feuille en parlant, en le disant à voix haute. Lentement, du coup, au rythme où vous écrivez. Vous avez vos micros coupés, donc ne vous inquiétez pas, personne ne vous entend. Voilà. Et maintenant, comparez le mot, non pas avec la réponse qui va s'afficher, mais avec ce que vous avez dans votre tête. La vérification, elle est dans votre tête. Et ça, c'est l'astuce très spécifique de cette technique. Enfin, c'est une des astuces. C'est que quand je veux vérifier l'orthographe d'un mot, je ne le fais pas avec la réponse, je le fais avec ce que j'ai dans ma tête. Parce que je n'aurai pas toujours un dictionnaire, je n'aurai pas toujours la liste de vocabulaire sous les yeux. En contrôle, ça c'est sûr, je ne l'aurai pas. Et puis quand j'écrirai une carte, je n'aurai pas toujours Google sous les mains ou le dictionnaire. Donc, la vérification se fait dans la tête. Donc, je vérifie et quand je vérifie, je ressens si c'est juste. Je regarde mon mot, ça me paraît juste ou pas? Ah ouais, ça me paraît juste. Ah non, ça ne me paraît pas juste. Attends, comment c'était déjà? Ornithorynque. Ah oui, c'est vrai, il y a ça. Hop, je vérifie. Et une fois que j'ai fait cette quatrième étape où j'ai comparé la photo, comparé mon mot avec la photo du mot que j'ai dans ma tête, eh bien, j'ai ressenti si c'est juste ou pas. Si ça me paraît juste, c'est OK. Si ça ne me paraît pas juste, je vérifie. Et hop, je vous remets le mot, puis vous vérifiez si c'était OK ou pas maintenant. Voilà. Et finalement, dans cette stratégie, vous avez 4 étapes. Je vous ai fait passer par 4 étapes. La première étape, c'est j'observe le mot et j'observe les particularités du mot. Et c'est ce que j'appellerais, moi, dans les formations que je donne, dans les outils que je propose, notamment dans le parcours 3, rééducation, dans l'activité mémorisation, eh bien, c'est la stratégie de la cible. C'est-à-dire que je vais dire à l'enfant, puis ça les enfants ils aiment bien, je vais dire à l'enfant, c'est comme si tu avais un arc, tes yeux sont un arc et tu as une flèche. Et quand tu regardes un mot, il faut que tu cibles l'endroit particulier du mot. À quoi il faut faire attention? Parce que honnêtement,
quand on écrit un mot, il y a toujours des choses qui paraissent évidentes et puis des choses qui le sont moins. Et si je dis à mon cerveau de focaliser son attention sur ce qui n'est pas évident, il aura beaucoup plus de facilité à retenir le mot. Ça, c'est une première chose. Deuxième étape, c'est je fais une photo dans ma tête. Et là, on est sur un croisement entre la PNL, la gestion mentale, enfin, on est un peu dans tout ça. En tout cas, on parle d'évocation. Et l'important, c'est ce qui se passe dans ma tête. Voilà. L'apprentissage, ça se passe dans ta tête. C'est ça, les stratégies, justement, dont je parlais tout à l'heure. C'est ce qui se passe dans ma tête. Troisième étape, j'écris en disant, et les deux éléments sont importants, c'est-à-dire j'écris et j'écris en disant. Hop, je zoome parce que je vois qu'il y en a qui… Voilà. J'écris, ça c'est important, et j'écris en disant. Et si j'écris en disant, normalement, je vais écrire plus lentement, surtout si je fais l'effort d'écrire au rythme où je parle. Je n'ai pas le temps de parler, mais moi, j'ai développé la pédagogie de la parole, qui est le fondement de tous mes outils. C'est essentiel de mettre en place la verbalisation sur l'apprentissage. Là, on est dans la stratégie, on n'est plus dans la méthode, mais dans la stratégie. Parce que quand je parle, en fait, j'active différentes fonctionnalités au niveau de mon cerveau. Et quatrième étape, eh bien, je sens si c'est juste. Et je vérifie avec l'image dans ma tête. Sentir si c'est juste, c'est à la fois émotionnel et c'est à la fois cognitif. C'est en lien avec ce que j'ai dans la tête. Et voilà, cette technique, elle se met en place tout simplement avec un enfant. Les premières fois, on le fait passer par ces étapes jusqu'à ce que ça devienne un processus automatique, quelque chose qu'il a automatisé pour qu'il puisse la réutiliser facilement. Il est possible que certains enfants aient du mal à revoir dans la tête et à ce moment-là, il faut prendre le temps de faire ce travail-là sur des mots plus courts, plus simples et qu'ils puissent voir de plus en plus, des mots de plus en plus longs dans sa tête. Voilà. Et puis, si c'est vraiment très compliqué, c'est qu'il y a un travail à faire au niveau de l'évocation et notamment dans les parcours 1, 2 et 3 en rééducation, je propose des activités qui permettent de travailler sur la rééducation de l'évocation, enfin en tout cas sur le renforcement, parce que ce n'est pas vraiment une rééducation, c'est plutôt un renforcement de l'évocation. Et parfois, c'est un déblocage à mettre en place, à permettre. Voilà, j'ai terminé. J'ai terminé. J'aimerais vous dire plein d'autres choses, mais j'ai terminé avec le temps qu'on s'était un peu donné avec Céline, avec le temps de démarrage, tout ça. Ça fait à peu près 1 heure qu'on parle. Et du coup, on va conclure. Et du coup, Céline, je te laisse la parole pour conclure. Ok. Écoute, merci Guillaume pour cette petite expérience-là, moi qui m'a beaucoup plu aussi. C'est super chouette. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, écoutez, c'est que on mettra, je pense, Guillaume et moi dans l'événement nos réseaux. Moi, j'ai un groupe Facebook que j'ai constitué essentiellement pour les parents, parents d'enfants atypiques ou pour les enseignants qui suivent, toutes les personnes qui sont en contact avec les enfants atypiques ou qui ont des difficultés au quotidien, pour vous donner des astuces, des conférences, etc., pour vous soutenir. Je propose aussi donc, des accompagnements en groupe ou en individuel, sous forme de stage ou pour plusieurs mois. Donc, n'hésitez pas à venir me voir, à venir me solliciter, à venir avoir un petit bilan personnalisé qui sera totalement offert et pour voir un petit peu ce qui est le mieux. Moi, j'ai été très heureuse de vous partager ça aujourd'hui. J'ai été très heureuse de nos échanges, d'avoir vos réactions. N'hésitez pas de nouveau à mettre votre petit mail dans le chat si vous souhaitez avoir le livret. Et puis, je vous dis du coup à très vite sous un autre format. Voilà, merci Céline. Et puis, moi, ce que je voulais vous dire pour conclure, c'est que nous sommes quand même, je pense, la première génération de parents à vouloir éduquer et accompagner les enfants dans la bienveillance et la fermeté et bienveillance, et à vouloir être à l'écoute des émotions, à se soucier autant de leurs apprentissages et à chercher des solutions comme vous le faites ce soir. Nous sommes la première génération de parents à le faire de manière aussi importante et nous devons être souples avec nous-mêmes, nous pardonner nos erreurs, nos pétages de câbles. C'est encore plus difficile d'appliquer tous ces conseils avec ces enfants. C'est plus facile de le faire en séance individuelle, c'est plus facile de le faire en classe, c'est plus facile de le faire en atelier quand on est professionnel. Avec ces enfants, il y a un enjeu affectif qui est là, donc c'est plus difficile. Donc j'ai envie de dire, soyez tendre avec vous-même, pardonnez-vous vos erreurs, vos pétages de câbles. Des fois, voilà, c'est comme ça. Et puis dites-le à vos enfants. Là, je me suis planté, je me suis énervé, j'aurais pas dû. Je te demande pardon. On redémarre.
Et puis, c'est valable pour la relation, c'est valable pour les stratégies d'apprentissage. Des fois, on dit des bêtises. Et peut-être que vous vous dites, mais moi, j'ai dit à mon enfant qu'il était kinesthésique. Mais ce n'est pas grave, c'est OK. Vous allez simplement prendre le temps de lui partager ce que vous avez découvert et lui montrer que vous vous remettez en question et que vous avancez. Voilà. C'est exactement ce que je dis aussi beaucoup, c'est que c'est déjà génial que vous preniez ce temps-là, le soir, à 22 heures, d'être devant votre ordinateur, d'écouter ce qu'on a à vous dire. La démarche est déjà très belle. Donc après, oui, tout ne s'acquiert pas en un jour. Oui, c'est un chemin, c'est un processus. Et des fois, même si on a compris certaines choses, tout n'est pas acquis et on fait machine arrière, mais c'est pas grave parce qu'on a conscience des choses et on a la capacité d'avancer. Vous avez déjà la volonté de le faire, donc c'est déjà énorme et bravo. Oui, tout à fait. Voilà, moi, si jamais ça vous intéresse, je vous donne rendez-vous dans les formations que je donne en présentiel dans les prochains mois, notamment sur le programme Multimove, qui est un programme ludique avec des jeux, avec des exercices de balles rebondissantes, du jonglage au sol et des exercices de sac de sable que l'on se passe ou qu'on utilise tout seul. J'en donne à Colmar, j'en donne à Paris, j'en donne à Bordeaux, j'en donne en Belgique également, à Bruxelles. Voilà, donc n'hésitez pas à trouver ça sur multimove.fr, qui est donc le site dédié au programme Multimove. Et puis sinon, il y a toutes les formations en ligne, toutes les vidéos également gratuites. Vous trouverez des ressources gratuites sur mon site en vidéo. Voilà, donc n'hésitez pas, nous sommes à votre disposition, Céline et moi, chacun dans notre domaine, complémentaire d'ailleurs. Et puis un grand merci encore à Céline pour cette collaboration, un grand merci pour votre participation ce soir. Et puis on vous dit peut-être à une prochaine pour une autre visioconférence, pour d'autres échanges en individuel, voilà, en séance. Bonne soirée à tout le monde. Merci à tous, bonne soirée.